Et je vous le disais, on commence tout de suite par ce dossier très chaud puisque on attend une prochaine échéance demain sur la prolongation de l'utilisation du glyphosate. En attendant, je vous le disais, le Parlement européen, lui, s'est prononcé ce matin contre, en tout cas contre ou en tout cas pour une élimination progressive du glyphosate. Bernard Decock, vous représentez la Fédération wallonne de l'agriculture. Est-ce que ça vous inquiète, une décision comme celle-là ? Qui est une résolution, hein, donc ça n'a valeur que d'avis pour l'instant. Ça n'a valeur que d'avis, mais oui, ça nous inquiète, je dirais, à deux niveaux. Ça nous inquiète d'un niveau politique, et puis ça nous inquiète sur les impacts, je dirais, technico-économiques, et aussi sur les impacts environnementaux que la décision pourrait reprendre. Ouais, alors on va développer tout ça, mais sur la motivation des eurodéputés, en l'occurrence l'aspect sanitaire, et de l'impact sur la santé de produits tels que celui-là, en l'occurrence le glyphosate. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Mais notre réaction, c'est qu'il y a eu plusieurs avis. Hein. Il y a eu un avis, je dirais, du CIRC, du Centre de recherche anti-cancer, je dirais, qui a classé le glyphosate comme cancérigène probable. Ouais, qui est une agence de l'OMS, voilà, qui est une agence de l'OMS, voilà, tout à fait. Donc ça a été un petit peu ça, je dirais, qui a inquiété, je dirais, toute une série d'organismes et la population également. Alors il faut savoir qu'indépendamment, je dirais, de l'OMS, il y a aussi des agences européennes qui remettent des avis. L'EFSA, en l'occurrence, l'agence européenne, je dirais, sur la sécurité alimentaire. Et ici, en plus, au niveau, je dirais, du glyphosate, comme il y avait une apparente contradiction entre l'avis du CIRC et l'avis de l'EFSA, la Commission européenne a demandé un avis supplémentaire qui est l'avis de l'ECHA, qui est l'agence chimique au niveau des médicaments. Et ces deux agences, l'EFSA et l'ECHA, ont remis, alors qu'elles ont pris en compte, je dirais, les études du CIRC, du Centre de recherche anti-cancer, donc ils ont intégré ces analyses-là, et ils sont arrivés à la conclusion que dans les conditions d'utilisation telles qu'on peut les avoir au niveau du secteur agricole, on peut reproposer un renouvellement de la molécule sous certaines conditions, qui sont les conditions proposées par la Commission. Christophe Schoen, bonsoir. Vous êtes membre d'Interenvironnement Wallonie. C'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver maintenant entre tous ces avis divergents, voire complètement contradictoires. On a l'avis, en effet, d'une part de l'OMS, qui est un avis qui va dans le sens inverse des agences européennes, avec des experts, des contre-experts. Comment est-ce que le citoyen s'y retrouve là-dedans? Effectivement, on peut bien comprendre et imaginer qu'il n'est pas facile pour le citoyen de s'y retrouver. Et c'est une volonté, en fait, qui est éprouvée maintenant des grandes compagnies, des grandes multinationales, depuis une cinquantaine d'années, de semer et de créer le doute là où il y a de la clarté. On sait depuis 30 ans que le glyphosate, qui était commercialisé déjà à l'époque donc sous le terme Roundup par Monsanto, était toxique, nocif pour la santé et cancérogène probable. Cela est avéré par des documents internes, les fameux Monsanto Papers, qui ont été révélés cette année dans le cadre de procès en fait, qui sont instruits aux États-Unis, mais en France également par des agriculteurs, par des victimes de cette molécule. Et ces Monsanto Papers ont clairement montré que l'industrie savait. Et ce qui se passe au niveau européen... Donc que l'industrie savait, était consciente des conséquences sur la santé, et notamment du caractère cancérogène de l'herbicide? Totalement. Et c'est en ça que je fais le parallélisme avec ce qui s'est passé dans l'industrie du tabac dans les années 50, 60 et 70, où elle a continué à entretenir le doute alors qu'elle savait très très bien que le tabac était dangereux, cancérogène également pour la santé. Et que se passe-t-il avec maintenant les évaluations des risques? Aujourd'hui, nous avons effectivement une étude de l'OMS qui est assez complète et qui en 2015 nous dit que c'est un problème pour la santé humaine. Le glyphosate est cancérogène probable. Et nous avons deux avis distincts, effectivement, de l'ECHA et de l'EFSA, qui sont des agences européennes, mais qui ne prennent en compte qu'une partie du problème, puisqu'ils analysent la molécule, le glyphosate, et pas les composants qui sont à côté, qui permettent de rendre cette molécule beaucoup plus active dans son intégration par la plante. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, les adjuvants. Et donc ça, c'est un biais évidemment de sélection important, c'est un biais d'analyse de risque qui fait en sorte que pour nous, ces analyses ne sont pas pertinentes. Pour nous, je dis, ce sont les associations environnementales qui sont coalisées au niveau européen, au niveau du Pesticide Action Network, et Interenvironnement Wallonie représente l'ensemble de ces associations au niveau francophone et porte la voix de centaines de milliers de citoyens en Europe qui demandent qu'on interdise, ni plus ni moins, dès à présent, donc pas de régime en
fait de transition, mais un régime dérogatoire, le glyphosate. Ouais, donc pas de régime de transition, c'est-à-dire que dans la résolution adoptée par le Parlement européen, là on parle d'une période de transition de 5 ans, pour laisser le temps, et on y reviendra aussi aux agriculteurs de s'adapter. Mais peut-être encore une chose... Excusez-moi, si c'est une transition, parce qu'il faut une transition forcément s'il y a une interdiction qui est prononcée. Mais une transition qui va vers une interdiction. Mais donc on donne une dérogation pour réautoriser la molécule, le produit pendant 3 ans vraisemblablement, dans le meilleur des cas, mais on ne peut pas réautoriser, selon les associations environnementales et tous les citoyens qui se sont exprimés, cette molécule, sans quoi on donnera un blanc-seing à nouveau à Monsanto et à l'industrie des herbicides pour renégocier quelque chose d'ici 3 ans. Un ordre de grandeur, le glyphosate représente plus ou moins 25% des herbicides qui sont mis sur le marché dans le monde, et c'est un peu moins en Belgique, je pense qu'on est autour de 20-22%. Oui, alors justement, peut-être pour continuer sur les chiffres, Bernard de Cock, la Belgique est l'un des pays, ou est le pays de l'Union européenne qui utilise le plus, qui a le plus recours au glyphosate, à cet herbicide. Alors ça, je ne sais pas d'où vous tenez ces chiffres, donc ça, voilà, ça ce sera un élément éventuellement à vérifier, parce qu'au niveau belge, on a des chiffres sur l'utilisation du glyphosate, mais on a aussi, et c'est, je veux dire, quelque part, quelque chose qui est un petit peu unique, ou en tout cas, il n'y a pas énormément d'États membres qui ont ce genre de disposition, c'est qu'on a une distinction entre les usages amateurs et les usages professionnels, parce qu'il faut rappeler qu'au niveau des usages professionnels, les agriculteurs doivent obtenir une phytolicence. Donc les agriculteurs sont formés pour pouvoir utiliser les produits phyto. Et donc on a des données au niveau belge sur les quantités utilisées par les amateurs et sur les quantités utilisées par les professionnels. Ce n'est pas le cas dans une série d'autres États membres. Donc je ne sais pas dire comment est-ce qu'on peut comparer des pommes et des poires et dire qu'au niveau belge, on a une utilisation plus importante. Mais je voudrais revenir peut-être sur quelques éléments, si je peux me permettre, cités par Christophe Schoon, sur les aspects de différence entre l'ECHA et l'EFSA, où il dit les choses sont claires, on sait depuis longtemps. Je pense que les choses ne sont pas si claires que ça. Je pense en effet que les deux organismes ont pris en compte, et ils travaillent aussi de façon indépendante, ils font des déclarations d'intérêt pour s'assurer qu'il y a une indépendance par rapport à Monsanto. Donc il ne faut pas faire le procès de Monsanto à travers le glyphosate. Moi, je ne défends pas Monsanto. Je crois qu'il faut regarder dossier par dossier, molécule par molécule, sur les aspects vraiment en aspect santé. Et je voudrais quand même citer 2-3 éléments. Quand on parle de toxicité, les produits qui sont des cancérigènes probables, il y en a des centaines au jour d'aujourd'hui. Il faut savoir que la LD50 du glyphosate est 2 fois moins élevée, donc la limite de toxicité du glyphosate est 2 fois moins élevée que le sel, 30 fois moins élevée que le café. Est-ce qu'on interdit le sel et le café puisqu'ils sont classés comme cancérigènes probables ? Bon, alors là, évidemment, on ne va peut-être pas rentrer dans tous ces détails-là. Christophe Schoon parlait aussi de la combinaison du glyphosate avec d'autres éléments chimiques qui le rendaient d'autant plus nocif. Exactement, et donc ces éléments sont interdits. Depuis 2016, ces éléments sont interdits. Donc c'est la fameuse taloamine, qui est en effet un mouillant pour permettre aux produits de mieux pénétrer au niveau de la feuille de la plante. Et ce mouillant est interdit depuis 2016. Ouais, alors rapidement, et puis on avance. Une petite réaction sur l'évaluation des risques. On se rend bien compte, c'est pour ça que je disais au fond comment le citoyen peut s'y retrouver. Mais on voit bien que c'est extrêmement difficile de s'y retrouver, qu'il y a réellement des batailles d'experts sur le sujet. Parce que nous sommes devant une multinationale qui a effectivement des moyens considérables pour influencer les politiques dans son sens. Et donc c'est ce que je disais au départ. Sur l'évaluation du risque, une série en fait d'études indépendantes n'ont pas été prises en compte ni par l'EFSA ni par l'ECHA. C'est important de le dire. Est-ce que pour vous ça pose la question de la légitimité aussi de ces deux agences européennes? Ça pose en tout cas la question de la manière dont on tient compte ou pas des études indépendantes qui ont été réalisées sur la question et qui démontrent qu'il y a un impact sur la santé des rongeurs qui ont été testés. C'est une chose. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ce qui... Oui, allez-y rapidement, parce que je ne pense pas qu'on arrivera, à mon avis, à déterminer une position claire sur la situation effectivement sanitaire. Important politiquement maintenant, c'est que la Commission et l'Union européenne envoient un signal clair pour un autre modèle agricole, et ça figure déjà dans les textes, notamment sur ce qu'on appelle la directive lutte intégrée. Qu'est-ce qu'elle dit, cette directive? C'est que le pesticide est vraiment le moyen de dernier recours, une fois qu'on a épuisé tous les autres moyens. Or, si on devait réautoriser pour 10 ans cet herbicide, le glyphosate, ce serait quelque part en contradiction avec des dispositions
légales, contraignantes que l'Europe a pris et qui vont dans le sens, de l'air du temps, c'est-à-dire les circuits courts, une alimentation saine, une protection accrue de l'environnement, des cours d'eau notamment, de la biodiversité. Et donc ce serait totalement contradictoire d'aller vers une réautorisation pour 10 ans avec ce que l'Europe a elle-même décidé dans le cadre de cette directive. Alors justement, pour comprendre concrètement comment et quelle est l'importance pour vous, agriculteurs, du glyphosate, et puis ensuite on prendra d'ailleurs la réaction de Diane Duquesne, parce que vous aussi, vous travaillez justement sur des exploitations et dans la production, mais sans glyphosate, et donc vous nous expliquerez quelle est votre expérience. Pourquoi c'est si important pour les exploitations et pour les agriculteurs en Belgique? Alors, Bernard Lecoq. Il y a plusieurs éléments. Le glyphosate en tant que tel, est une molécule qui, en effet, est relativement bon marché. Donc ça, c'est un aspect sur l'aspect économique. Donc ça veut dire que si on n'a plus le glyphosate, il faut avoir recours à d'autres types de molécules, qui sont plus coûteuses. Donc voilà, il y a un aspect économique derrière. Qui peut avoir après un aspect au niveau de l'environnement également. Et il y a un aspect environnemental également, puisque le glyphosate, est quelque chose, il faut le rappeler, c'est un produit, c'est un herbicide qui n'est jamais utilisé sur la culture en place. Il n'est pas utilisé sur les cultures que nous allons consommer ou que les animaux vont consommer. C'est un herbicide qui est utilisé dans la période d'interculture. Mais il permet de limiter le travail du sol, qui est une autre technique, pour essayer de limiter les mauvaises herbes pendant cette période d'interculture. Mais qui a des effets ensuite sur les produits qui sont cultivés. Non, puisque justement, la molécule en tant que telle pénètre dans la plante, tue la plante, y compris la racine de la plante, mais on peut semer directement après, Et donc ne se retrouve pas dans nos assiettes en gros? Ah non, elle ne se retrouve pas. En tout cas, au niveau, il y a des analyses qui sont faites par l'AFSCA tous les ans, plusieurs centaines d'échantillons qui sont réalisés au niveau des produits alimentaires. On n'a pas de problème de résidus avec le glyphosate. Là, visiblement, il y a aussi des divergences, y compris dans les examens qui ont été faits, des études sur l'eau, sur les résidus sur l'eau. Alors, sur l'eau, il peut y avoir certains résidus par moment, mais c'est parfois aussi des produits de dégradation sur lesquels on ne sait pas faire la différence entre le glyphosate et des produits de dégradation de poudre à lessiver. Donc ça, c'est une autre question. Mais je pense que ce qui est important quand on parle de modèle agricole, ça, tout à fait d'accord, c'est vraiment quelque chose de super important dont il faut parler. Et je pense qu'il faut bien rappeler, encore une fois, qu'au niveau du modèle belge, wallon et européen de façon plus générale, on n'est pas dans un modèle tel qu'on l'a aux États-Unis ou tel qu'on l'a en Amérique du Sud, où le glyphosate est utilisé en lien avec des OGM et est utilisé sur des cultures en place. Ce ne sont pas des choses qui sont réalisées chez nous. Et donc le risque, si on le supprime, chez nous, il y a d'autres techniques qui peuvent se faire, mais ce sont des techniques qui sont plus coûteuses, donc il va avoir une répercussion au niveau du coût des aliments produits chez nous, de 1, et de 2, qui peuvent avoir des impacts après en matière d'air ou en matière également, de percolation du nitrate. Alors Étienne Duquesne, bonsoir, merci, vous avez été très patient. Alors vous n'utilisez pas le glyphosate, et pourtant vous travaillez aussi, alors à une échelle tout à fait différente, vous allez nous l'expliquer, mais vous travaillez aussi sur des produits agricoles. Oui. Est-ce que c'est possible de travailler sans glyphosate? Oui, tout à fait. Donc, nous travaillons au niveau de la production de légumes et de plantes comestibles sur des techniques qui sont des alternatives aux techniques de culture conventionnelles qu'on utilise notamment en agriculture, qui font appel notamment au paillage, à la technique de culture sur sol vivant. Et cette technique-là nous épargne l'utilisation de tous les pesticides, pas seulement le glyphosate, mais bien entendu aussi le glyphosate. Est-ce que c'est adaptable à des exploitations telles que celles que représente notamment la Fédération Wallonne de l'agriculture? Oui, je pense que on est dans une autre proportion, oui, évidemment. Je pense que c'est adaptable à n'importe quelle surface de culture, mais ça nécessite des reconversions qui vont bien au-delà du fait qu'on arrête d'utiliser un pesticide ou pas. C'est une approche complètement différente. C'est-à-dire qu'on considère le sol comme un élément vivant dans lequel toute une série de symbioses s'installent et où on peut cultiver. Et ça nécessite pour des agriculteurs, évidemment, des changements assez importants. Ouais, mais ça veut dire aussi des changements en termes de temps, en termes de rentabilité des exploitations? Oui, c'est sûr. Ça demande évidemment énormément d'efforts au niveau du matériel aussi, au niveau surtout des techniques mises en œuvre. Ouais, c'est pour ça, Christophe Schun, qu'évidemment, on comprend l'inquiétude des agriculteurs. En tout cas, on peut entendre l'inquiétude des agriculteurs. Absolument, je pense qu'on doit pouvoir l'entendre, l'écouter et surtout comprendre que les agriculteurs sont les premières victimes en fait, des herbicides. Et on le voit bien dans les procès qui sont intentés aujourd'hui en France et aux États-Unis notamment. Et ce qu'il faut par rapport à ça, effectivement, ce sont un plan de phasing out et un soutien
à des alternatives, notamment la mécanisation. On parle de l'interculture. Il y a toute une série de solutions aujourd'hui mécaniques qui n'existaient pas il y a 40 ans parce que la technologie a évolué et qui permettent effectivement de labourer différemment, de pratiquer des semis différemment et de limiter ce qu'on appelle les adventices, c'est-à-dire la végétation spontanée. On parlait de mauvaises herbes avant, mais elles ne sont pas si mauvaises que ça, ces herbes, parce qu'elles favorisent la biodiversité. C'est qu'avec le temps, ces techniques-là se sont elles aussi améliorées. Elles se sont améliorées et effectivement, elles nécessitent de la main-d'œuvre, mais c'est aussi un pari de réinvestir en fait dans l'agriculture, de réinvestir dans l'alimentation. C'est aussi un choix de société. Et là, c'est aux politiques qu'on s'adresse en disant il faut soutenir les agriculteurs dans cette reconversion. Il y a une intention qui est marquée, mais ce n'est pas encore suffisant parce qu'on est fort corseté dans ce qu'on appelle les budgets de la PAC, les budgets européens. Politique agricole commune. Dans la politique agricole commune. Je voudrais simplement montrer peut-être un diagramme qui est assez parlant. Alors montrer... ça, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Voilà, mais où on en est en Belgique. Voilà, vous voyez ici, c'est un graphique qui montre, il faut regarder simplement la ligne du dessus, et qui montre que la Belgique, en fait, est le pays en Europe qui utilise le plus d'herbicides par hectare. C'est un peu moins de 2 kilos à l'hectare, juste au-dessus des Pays-Bas, de la France et de l'Allemagne. Il faut dire qu'on a beaucoup de travail par rapport à ça. Ouais, alors justement, réaction aussi, Bernard Decock, est-ce que 5 ans, si jamais c'était le chiffre qui était gardé ensuite, puisque c'est ce que demande le Parlement européen, est-ce que 5 ans, c'est une période transitoire qui vous permettrait de vous adapter à un éventuel retrait ou une éventuelle élimination du glyphosate ? A priori, c'est difficile de répondre sur une période, parce qu'en effet, comme on dit, si on doit s'adapter à une suppression du glyphosate, ça demande toute une série, d'évolutions en termes de technique, ça demande des évolutions au niveau de la recherche, ça demande des investissements au niveau agricole. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand on interroge les différents chercheurs, sur une solution idyllique, le lapin sorti du chapeau qui pourra remplacer le glyphosate, on ne l'a pas. Donc en effet, on est sur des choses qui sont des réflexions beaucoup plus complexes, qui nécessitent du temps. Donc moi, je pense que 5 ans est un petit peu court, et il faut savoir quand même, qu'au niveau européen, on est toujours dans une logique, que quand il y a eu retrait d'une matière active, il n'y a jamais réautorisation des matières actives. Donc il faut être prudent quand on prend la décision à un moment de sortir d'une matière active sans voir exactement quelle est la solution, quelle est la sortie du tunnel. Mais est-ce que sortir de cette matière-là, en l'occurrence, ça pourrait augurer d'un nouveau modèle agricole chez nous ? Je dirais qu'il faut être prudent. Et c'est un petit peu ça toujours. Au niveau agricole, il faut voir les choses de façon globale sur les impacts environnementaux. Quand on tire une ficelle au niveau phyto, par exemple, au niveau herbicide, on peut avoir d'autres types d'impacts. Comme je le disais, un des chômages, c'est 10 litres hectares. Pour avoir un effet identique au glyphosate, il faut entre 3 et 5 des chômages. Donc faites le calcul en termes de quantité de mazout qui va être utilisé, et donc de quantité de rejet de CO2. Ouais. Un des chômages, c'est aussi un aspect, en termes de risque de l'extivation au niveau de l'azote. Donc, il faut voir les choses de façon globale. Et donc, c'est ça qui est difficile, c'est de pouvoir faire cette approche globale et pas juste se dire, là, on retire la prise et là, on la retire. Ouais. Alors, peut-être encore une réaction, Étienne Duquesne, donc à Bruxelles, en Wallonie aussi, d'ailleurs, des décisions ont été prises en ce sens. Le Roundup, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est toujours permis pour un usage privé, mais par contre plus dans les usages par les opérateurs publics. Qu'est-ce que ça a déjà donné comme résultat, cette décision-là ? Au niveau des opérateurs publics, nous travaillons notamment dans le secteur de la gestion des espaces verts, publics notamment, mais privés aussi. Il y a toute une série de techniques qui sont mises en place depuis déjà quelques années, qui nous permettent de créer et de gérer des espaces verts qui ne nécessitent plus l'usage d'herbicides. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion différenciée. Ça se pratique maintenant dans énormément de communes notamment. Et c'est une solution qui est tout à fait au point et qui nous permet de nous passer de tous les pesticides. Donc les solutions, elles existent, et je pense qu'en culture de fruits ou légumes, c'est un peu la même chose. Sauf que c'est très difficile de changer nos habitudes. Voilà, je peux comprendre que pour un agriculteur qui a fait des investissements dans des méthodes de culture traditionnelles, conventionnelles, ce soit difficile de changer complètement d'approche et de démarrer sur des techniques qui ne font plus appel à ces pesticides. Très bien, merci à tous les trois. Et on a bien compris que le dossier est sensible, et on attend maintenant
le positionnement des 28 États membres, hein, Christophe Schunz, c'est un vrai suspense, ou bien on a quand même une idée de ce qui pourrait en ressortir? Ce qui semble se dégager à ce stade, c'est qu'il n'y aurait pas de majorité qualifiée pour suivre la proposition de la Commission européenne, mais rien n'est... de prolonger, de 10 ans, de renouveler l'autorisation pour 10 ans. Donc l'Allemagne s'est positionnée pour une abstention, le Luxembourg, l'Autriche, l'Italie sont contre, la France, je veux dire, vraisemblablement ne va pas suivre. Et ce mardi, en fin d'après-midi, la Belgique, ça reste toujours un point d'interrogation. Voilà. On ne sait toujours pas quelle position ils vont défendre. Très bien, merci en tout cas à tous les trois. Et alors, on restera attentif évidemment à la suite de ce dossier demain.